Nice, il y a une dizaine de jours. Départ pour un voyage peu ordinaire. C'est décidé. Aujourd'hui, Marie-Claire va tenter le tout pour le tout. Elle va essayer de faire revenir en France Michael, nous l'appellerons ainsi, son neveu âgé de 20 ans, parti faire le djihad il y a 9 mois. Direction la frontière d'un pays en guerre. Il est parti en Syrie. Et la seule chose que je peux faire, c'est aller au moins jusqu'en Turquie. C'est tout ce que je peux faire et voilà. Sur ses épaules, l'espoir de toute une famille. C'est elle, la tante préférée de Michael, la plus persuasive, qui a été choisie pour le convaincre de rentrer. La veille, Michael a laissé entendre par texto qu'il pourrait venir à sa rencontre et donc sortir de Syrie. Comment espère-t-il passer la frontière? Que risque-t-il? Si Marie-Claire parvient à le retrouver, à quoi ressemblera cet ado parti faire le djihad sur un coup de tête? Ça, c'est le 25 décembre. Donc, 2 jours avant de partir. Après les dernières, j'aime beaucoup moins. En 48 heures, ce jeune, fraîchement converti à l'islam, est passé des fêtes de Noël au chaos syrien. Il est comment lui à la base? C'est un super gamin, quoi. C'est-à-dire super gentil, il est généreux, il rigole tout le temps. C'est ce qui fait que je peux pas imaginer qu'il soit parti pour faire du mal, quoi. Michael a cédé à l'appel de la guerre sainte. Dans son entourage, il n'est pas le seul. Nice, fin 2013, par petits groupes de copains, ils rejoignent la Syrie à quelques semaines d'intervalle. Frédéric, Brian, Kamel, Mehdi, Alexandre, presque une trentaine d'amis d'enfance du même quartier. La plupart à peine 20 ans. Une génération Facebook qui raconte son djihad de façon surréaliste sur les réseaux sociaux. Presque un phénomène de mode, avec ses codes, ses symboles, le lion, les armes et les figures mythiques du terrorisme. Un djihad banalisé façon photo de vacances, posté depuis la Syrie, liké et commenté en direct par les amis. Internet est devenu le terrain de chasse des recruteurs. En quelques semaines, à coups de vidéos de propagande, ils attirent et endoctrinent les futurs djihadistes. La hijra vers le Cham ainsi que le djihad étant obligatoire. Mais du virtuel au réel, de l'écran au terrain de guerre ultra violent, certains n'ont pas supporté ce qu'ils ont découvert. Nous avons pu recueillir un témoignage exclusif. Celui d'un jeune récemment rentré de Syrie, traumatisé par les combats. Des fois j'allais manger, ça disait ouais regardez là-bas, il y a quelqu'un qui va se faire exécuter. On partait, c'était soit il l'exécute, il lui tire dessus, soit il lui coupe la tête. Ils mettent les têtes dans les pics normales, dans toute la ville. T'en as, ils sont choqués, t'en as, ils deviennent fous, mais vraiment fous. Ils parlent seuls et tout. Ils n'ont pas réussi à supporter ça. Les secrets de leur recrutement, leur vie au quotidien et surtout les difficultés du retour. Nous avons pu accompagner un djihadiste qui vient de quitter la Syrie. Un jeune en plein décalage avec la réalité. Si je rentre, qui me surveille et qui voit que je fais des trucs louches, que je prépare quelque chose, d'accord, ils m'arrêtent, ils me mettent en prison. Mais si je rentre et que je reprends ma vie normale, je vois pas pourquoi ils m'arrêteraient. Loin des islamistes fanatiques, rencontre avec ces jeunes partis au djihad, un peu comme à l'aventure, et qui ont choisi de faire machine arrière. Après 3 heures de vol, Marie-Claire arrive à mi-parcours, Istanbul. Depuis le départ de Michael il y a 9 mois, elle et son neveu parviennent à communiquer assez régulièrement, malgré les pannes de réseau dues à la guerre. À peine sortie de l'avion, elle tente de le joindre pour lui annoncer son arrivée en Turquie
À l'autre bout du fil, la Syrie. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, vite fait. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va. Je vais être là-haut ce soir. Hein? Je vais être là-haut ce soir. Ce soir? Oui. Ah bon? Quand t'arrives à quelle heure? Tard. 22h, 22h50. Ben c'est bon, ben je prends un taxi, tu t'amènes à l'hôtel Bourbaki et tu m'attends là-bas alors. Soit ils me font sortir ce soir, soit demain. Allez, ça va, super. Allez, Allez, bisous. ciao. Ciao, bisous. Soulagé? Il n'hésite pas, non? Comment vous le sentez? Il a l'air décidé à venir me voir. Hein. Donc, je le sens bien. Maintenant, quand je le verrai, ça ira mieux. Reste un obstacle pour son neveu. Le passeur qu'il a trouvé va devoir lui faire traverser la frontière, beaucoup plus surveillée depuis les bombardements de la coalition. Marie-Claire emprunte à son tour ce qu'on appelle la route du djihad, celle qu'ont suivie, seuls, 9 mois plus tôt, Michael et ses copains niçois. Direction Hatay, la dernière grande ville à la frontière syrienne. C'est ici, dans cette région devenue la base arrière du djihad, que les moudjahidines du monde entier se retrouvent et prennent contact avec un passeur pour rentrer en Syrie. Une fois sur place, pour éviter que nous ne soyons repérés, Marie-Claire décide de choisir un autre hôtel que celui indiqué par son neveu. Avant de se coucher, nouvel appel de Michael. Les choses se précisent. Tu m'entends? Allô? Ouais. Ouais, mais comme le passeur il s'était un peu tard, il a dit au frère, il lui a dit c'est bon, il dort chez toi et demain matin tu me l'amènes, je vais te sortir. Mais si tu sors à 5h du matin, toi, après, il y a combien de temps pour arriver jusqu'ici, une fois que t'es sorti? Ah, ben je crois, même pas 2 heures, j'y suis. Ah, voilà. Il m'avait dit. Bon, de toute façon, quand t'arrives, si j'y suis pas, tu Ouais, m'appelles. attends, Hein, tu m'attends, voilà, tout simplement. Michael est censé l'appeler demain à 7h pour lui donner le signal du départ vers le lieu de rendez-vous. Le lendemain, 10h. Toujours pas d'appel. Déjà à 3h que Michael aurait dû traverser la frontière, située 20 km derrière ces montagnes. Une frontière réputée poreuse à l'aller et dangereuse au retour, avec les risques d'arrestation et de tir des militaires turcs. Je sais qu'il vient pas comme on pourrait prendre un taxi, demander une destination, arriver ici et voilà, mais je me dis que peut-être avec le temps et puis il fait peut-être pas comme il veut. Il avait l'air décidé, il va m'appeler. Marie-Claire sait son neveu très influençable. Elle craint qu'on ne lui ait fait changer d'avis. Pour moi, il est encore paumé, quoi. Je sais même pas s'il sait pourquoi il est allé là-bas et je sais pas vraiment s'il a envie de rentrer, je sais pas s'il a envie de repartir. J'espère que si c'est pas encore bien, que ça va être le déclic quand il va me voir. Voilà, je sais pas. Dans l'incertitude, elle décide de se rendre à l'autre bout de la ville, vers l'hôtel désigné par Michael comme point de rendez-vous. Hôtel Kolumbanji, you know? Marie-Claire a eu le courage et l'opportunité de venir seule jusqu'ici pour chercher son neveu. Tout le monde n'a pas cette chance. À 4000 km de là, une trentaine de familles attend depuis des mois sans réponse. Nice, quartier Saint-Roch. Ici, le djihad de Michael et ses copains est un sujet tabou. Très peu de parents osent en parler ouvertement. Dans le groupe de Michael, il y avait aussi le fils de Michel,
Frédéric, 18 ans. Un ado fan de foot et de jeux vidéo, converti à l'islam dans le dos de sa mère, par amitié pour ses copains musulmans. Depuis 9 mois, en direct du front syrien, Fred lui raconte son djihad. Ni guerre, ni combat, ni islam, plutôt des cartes postales qu'un enfant écrirait depuis un camp de vacances. Voilà, Fred. 8 mois après. Et là, je l'ai eu par visio et je pleurais. Il me dit, maman, après il m'a écrit, maman, je t'aime, ne pleure pas, maman. S'il te plaît, c'est dur, maman, essaye de te réconforter. Réfléchis, viens me voir, je t'aime, maman. Viens me voir. Oui. Alors moi, je lui ai dit, je vais essayer de venir, je t'aime. Ok, maman, t'inquiète. On prend un appart, moi et toi. Tu restes avec moi 1 semaine. Et après, il m'a dit, si tu veux repartir, tu repars. Tu veux rester, tu restes avec moi. Je vais bientôt me marier, Inch'Allah, si tu peux m'envoyer de l'argent. Pour Michel, vu la naïveté de son fils et de ses copains, ils n'ont pas dû être bien difficiles à endoctriner. En leur montrant des vidéos, des recruteurs les auraient convaincus qu'ils avaient un rôle à jouer dans le conflit syrien. Au départ, c'est certain que quelqu'un était beaucoup plus érudit pour leur apprendre. C'est pas ces gamins qui ont appris, qui savent que les femmes se font tuer, ils connaissent rien, ils savent même pas qui est Bachar al-Assad, ils savent même pas ils connaissent aucune politique, aucun... Fred, il faut pas lui demander même qui est le président de la République, je suis certaine qu'il saurait pas vous répondre à l'heure actuelle. Il ne s'intéressait pas particulièrement à la situation politique Pas du tout. Rien, mais rien, de rien. Après, maintenant, il y a des gens bien attentionnés qui les ont aidés, à les mettre un peu dans le bain. Parmi eux, un recruteur présumé originaire de Nice et activement recherché par les renseignements français. Omar Diaby, plus connu sous le nom d'Omar Homsen, un ancien braqueur reconverti en prédicateur sur Internet, aujourd'hui à la tête d'une brigade de francophones en Syrie. Ce qui l'a fait connaître, cette série de vidéos visionnée plus d'1 million de fois, où il apparaît le visage caché. Un mélange de théorie du complot, références coraniques et appel au djihad. Il y a un groupe véridique, un groupe de combattants, les alliés d'Allah. Il y a les purs qui combattent, ce sont des véridiques, ceux qui viennent rétablir la vérité sur le mensonge, ceux qui viennent combattre le faux. Ce groupe-là, c'est un groupe dont le prophète Mohammed a précisé qu'ils n'ont pas dunya dans leur cœur, ils n'ont pas peur de mourir, ils n'ont pas peur de mourir. Une mise en scène soignée, pensée pour cibler les jeunes. Des vidéos qui auraient provoqué des dizaines de départs vers la Syrie, depuis toute la France. Mehdi, c'est comme ça que nous l'appellerons, a lui aussi été en contact avec ce genre de recruteur. Il a 22 ans, vient du sud de la France. Durant plusieurs semaines, des grands de son quartier, des rabatteurs, lui ont lavé le cerveau. Il a fini par céder. Il est resté 6 mois en Syrie. Depuis le début de cette guerre, c'est la première fois en France qu'un ancien djihadiste témoigne. Dans le quartier où j'habitais, on était tous un peu perdus. Parce qu'on faisait rien de notre vie. Moi, perso, je cherchais du travail, je trouvais pas. Ils se servent de ça. Ceux qui font les recrutements et tout, ils se servent de ça. Ils te disent, regarde, tu fais rien de ta vie, tu vas rester comme ça. Ils te montrent 2-3 exemples au quartier qu'ils ont 30 ans. Ils te disent, regarde, ils font rien de leur vie, ils sont toujours là. Ils fument, ils n'ont jamais changé depuis qu'ils ont votre âge. Moi, perso, je connaissais même pas le conflit de la Syrie. Ils te montrent des vidéos, les gens, les femmes qui pleurent. Des femmes qui demandent de l'aide, qui disent « Oh, les musulmans en Europe, vous dormez bien, vous vivez bien. Servez à quelque chose, venez nous aider. » Puis après, tu commences à te poser la question « Mais je sers à quoi, moi ?» Et puis, il y a ceux qui t'embobinent, qui te disent « Ouais, regarde, tu sers à rien, là-bas, tu peux servir à quelque chose. » Que même dans le n'importe quel malheur, même si tu meurs, il t'arrive quelque chose de grave. T'inquiète pas, il y a le paradis. Tu pourras prendre toute ta famille qui est ici, qui est garée au paradis avec toi. De toute façon, on est tous... Bon pour l'enfer si on reste là. Après, ils nous disent, ouais, vous allez rester là toute votre vie. Bientôt, il y a un départ.
Ça serait bien qu'on y aille tous. Ceux qui veulent revenir, il revient. Si ça lui plaît pas, il va rien lui arriver, il n'aura pas de problème. Et moi, perso, je me suis dit, je vais aller voir aussi. Je suis allé aussi par amitié parce qu'il y a mon meilleur pote qui partait. Juillet 2013, Mehdi débarque donc à Alep avec d'autres Français. Tous ont en poche un islam à la fois radical et approximatif, souvent appris sur Internet. Sur place, après plusieurs semaines à errer dans la ville, leurs recruteurs constituent un groupe qui s'apprête à faire allégeance à Jabhat al-Nusra, mouvement lié à Al-Qaïda. À cette époque, le groupe rival, l'État islamique, n'est pas encore le groupe violent, décapiteur d'otages que l'on connaît aujourd'hui. Le contexte dans lequel Mehdi débarque, c'est celui d'une guerre violente contre Bachar al-Assad. Tu te sens déjà perdu quand tu arrives là-bas. Tu arrives, tu connais rien de la religion. Si tu veux te mettre avec les djihadistes, tu connais rien, tu es perdu. Tu veux te mettre avec les rebelles, eux ils font que la guerre, eux ils ont des années d'expérience. Toi tu es là, tu n'as rien du tout, tu connais rien. Première chose à savoir, c'est si tu n'es pas un infiltré. Tous les Européens qui vont là-bas, ils ne sont pas vus du même œil que si un Pakistanais ou un Irakien il arrive là-bas. Nous, dès qu'on arrive là-bas, ils se méfient trop de nous. Parce que pour eux, la France, c'est leurs ennemis. Ils te posent des questions sur tout. Sur ta vie d'avant, qu'est-ce que tu faisais, comment t'es venu, qui c'est qui t'a prêché, il t'a raconté quoi sur nous. Dès qu'ils voient que c'est bon, selon ta langue, ils te mettent avec... En fait, dans la ville, il y a des secteurs. C'est les Français et les Belges, les Suisses. Il y a des autres secteurs, c'est les Algériens, Marocains, Tunisiens. Des autres secteurs, c'est les Tchétchènes, des autres, les Pakistanais. On t'a donné une arme, toi? Ouais, le premier jour, direct. On m'a appris à la manier vite fait. C'est celui qui nous avait fait passer, il nous a appris à la manier, à tirer avec. Quoi? Une Kalachnikov. Ils veulent que des combattants, ils veulent quand t'arrives, ils veulent te faire combattre direct. Ils te posent tous la question, t'as fait l'entraînement? Pour que dès qu'il y a un combat ou quoi, fou, t'es apte à y aller direct. Toi, un jour, on est venu te demander de partir au front? Plein de fois. Et t'as fait comment? Je leur ai dit non. Et ils m'ont toujours dit, mais comment ça se fait que tu viens là, tu veux pas y aller? Il n'y a qu'un seul moyen de leur faire comprendre que tu veux pas y aller, c'est que tu leur dis, ouais, je suis pas encore assez dans la religion. Si je meurs, je vais pas être martyr. Après, ils te disent, ah, d'accord, vas-y, reste. Et c'est mal vu de dire que t'as peur? Ouais. Ils te disent, comment? T'es venu jusqu'à ici et t'as peur? T'as fait le plus dur, t'es venu. Tu peux plus avoir peur. L'ancien djihadiste dit-il la vérité? S'est-il battu, oui ou non? Impossible à vérifier. Toujours est-il que c'est bien cette peur qui l'aurait fait revenir. La peur de mourir et la peur du chaos que commence alors à instaurer l'État islamique. Début 2014, Mehdi assiste aux premières loges à la dérive ultra-violente du groupe. Exactions sur les civils, sur les soldats de Bachar, application stricte de la charia. Les combattants de l'État islamique se radicalisent. Pour Mehdi, le malaise grandit. Dès qu'une ville elle est prise par eux, dans les rues, il n'y a aucune femme qui est dévoilée. Toutes les femmes sont voilées, tout le monde est armé. Tu sais, elle appartient à qui la ville? Ils mettent leurs drapeaux de partout. J'ai vu beaucoup de décapitations aussi. Des fois, j'allais manger, ça disait, ouais, regardez là-bas, il y a quelqu'un qui va se faire exécuter. On partait, c'était soit il l'exécute, il lui tire dessus, soit il lui coupe la tête. Ils mettent les têtes dans les pics normales, dans toute la ville. Je dis que je veux partir, je le dis à ceux qui sont avec moi. Je leur ai dit, moi, il faut que je retourne en France, c'est pas pour moi ici. En fait, là-bas, dès que tu dis que tu veux revenir, t'es un peu heureux. T'es un peu heureux, t'es un traître. Ils te font des prêches, ils t'envoient des anciens prisonniers pour qu'ils te disent ce qu'il a vécu quand il est revenu. Il me disait souvent, tu vas finir à Guantanamo si tu rentres, ou tu vas prendre 15 ans en France. Il me disait, tu vas faire quoi? Tu vas perdre ta vie en prison? Tant qu'à faire, reste ici. Reste ici, meurs, au moins c'est fait, t'es martyr. Mehdi choisit de fuir. Il parvient à regagner la Turquie, puis la France, où il est arrêté et incarcéré durant 6 mois. Est-ce le scénario qui attend Michael, le neveu de Marie-Claire? Elle ne va pas tarder à être fixée. Nous la retrouvons à Hatay, près de la frontière syrienne. Devant l'hôtel où elle attend son neveu,
d'une minute à l'autre. Pour éviter que notre présence n'effraie Michael, elle nous a demandé de rester à distance. Elle a néanmoins accepté que nous placions une mini-caméra dans la chambre où elle doit le retrouver. Après 6 heures d'attente, il finit par arriver. Galère, je devais sortir seul. Ouais. J'arrive dans la montagne avec le pilote, je crois que j'en ai sorti en voiture, on a marché jusqu'en Turquie, on a marché. L'ex-djihadiste, filmé à son insu, se montre étonnamment enjoué. Une trentaine de personnes, des femmes, des enfants, plein de passeurs, des trucs de fou. Tous ils attendaient avec leur passeur. Mon passeur il a dit, tu sais quoi, on s'en fiche, on attend pas, on y va. On est passé les barbelés, on marche dans la forêt, Il y avait des militaires dans la forêt. Il m'a dit cours. Et j'ai sauté par-dessus les barbelés, mais j'ai trouvé mon pantalon, mes chaussures. Tiens, je t'avais pris un pantalon. Tu es vraiment un homme de Cro-Magnon. Hein. Oh, 9 mois que tu ne vois pas, même pas un bisou, tu me fais même pas, tu me prends dans tes bras, même pas rien. Hein? T'as pas changé. Après la joie des retrouvailles, viennent les premières explications. C'est toujours pareil. T'es pas parti avec 4 collègues faire une randonnée et une merde liée à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même des trucs, ça nous c'est vrai que de l'extérieur. Ah, mais ça change, mais moi aussi, quand mes premiers collègues ils étaient partis, j'étais choqué. Je me suis dit, oh, c'est des malades, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Mais après, je sais pas, moi, je voyais des autres, ils partaient, des autres partaient, l'autre il me parlait, l'autre il me parlait. Je me suis dit, ah ouais, après, voilà. Et j'ai plus, je suis parti. Tu es tombé à une mauvaise période. Ouais, en plus, je ne rien. Je savais que c'est normal de vous inquiéter, puisque je suis dans un pays à la guerre. Mais parce que moi, là où j'étais, il nous arrivait rien. Tout le temps, on prenait, il y avait des trucs, on partait, s'il y avait quelque chose, on partait. En plus, tu vois la chance que j'ai eue, parce que tu sais, on a aménagé parce que notre village, il se faisait taper par les avions. Ah oui, il se faisait. Pas taper. Et là, les MiG, ils sont venus. Ouais, tu me dis, ça craignait rien. Non, oui, mais ça craint rien. Ouais. Mais je vais pas vous dire, on s'est tapé par les avions. Quand on avait des galères à chaque fois, parce que notre groupe, il y a les célibataires et il y a les hommes mariés. Et notre ennemi, il a 4 femmes. Donc, il est tout le temps avec les hommes mariés. Et c'est eux qui ont tout le temps, ils ont des sous, ils ont tout. Et nous, on était dans un coin. Et là, ils nous ont jetés dans une forêt. On boit de l'eau d'une rivière. L'eau, elle est verte. Et là, maintenant? Quoi? Ben, on va rentrer, non? Ah bon? Ben, je retourne plus, c'est bon. C'est bon, ça y est? Ouais. Il n'y a pas eu d'hésitation. Michael veut rentrer en France. Marie-Claire n'aura même pas eu à le convaincre. Mais des zones d'ombre demeurent. Qu'a-t-il fait exactement pendant 1 an? Nous allons tenter de lui parler. Alors que nous faisons escale à Istanbul, Marie-Claire lui révèle notre présence. Hostile dans un premier temps, il accepte finalement de nous dire un mot. Il ne sait pas qu'il est filmé. L'ado décontracté de la chambre d'hôtel disparaît et laisse la place à un jeune homme très méfiant. On s'assoit? Ouais, je vais demander. Tu penses que ça va être dur d'expliquer aux gens ce que tu as fait? Ce que j'ai fait? J'ai rien fait. On construisait des tentes, on distribuait à manger. On dormait, on buvait du thé, on mangeait des gâteaux. C'était pas le djihad que les gens s'imaginent. Ouais. Il est arrivé que vous battiez? Est-ce que vous aviez un engagement militaire? Non. T'as le sentiment d'avoir été dans un pays en guerre? Non. L'humanitaire, la motivation qu'invoquent beaucoup de djihadistes de retour en France. Bien qu'il faisait partie d'un groupe considéré aujourd'hui comme terroriste, Michael pense avoir été dans le bon camp. La place d'un jeune de 18 ans, tu penses que c'est d'être là-bas en Syrie, auprès d'un peuple, dans une organisation terroriste? Terroriste, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui terrorise. L'armée de Bachar, c'est des terroristes. Et ils terrorisent eux. Ils dépecent, ils font des trucs de fou. Mais nous, c'est pas des terroristes, nous.
Et d'autres groupes, tu as conscience que... Ah oui, d'autres groupes. Après, oui, il y a un groupe, oui, lui, nous, on n'était pas avec eux. L'État islamique, en l'occurrence. Voilà. Moi, je me désavoue d'eux, je suis pas avec eux du tout. Pourquoi? Je suis des musulmans aussi. Tu sais qu'en France, en ce moment, il y a des polémiques. Beaucoup de gens ont peur que les jeunes qui ont été en Syrie reviennent. Est-ce que tu comprends ça, toi? Ils sont en peur et tout ça, hein, ils croient, je sais pas quoi, tout le monde y va revenir, tout le monde y veut faire quelque chose. Alors que c'est pas vrai, rien à voir. C'est pas vrai du tout? En tout cas pour moi, personnellement, je crois rien faire du tout. Qu'est-ce que t'appelles rien faire? Les attentats ou je sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'ils croient. Comment tu vois ton avenir à toi, là, ta vie? Je sais pas, peut-être je vais retravailler, peut-être je vais rentrer, je vais peut-être aller en prison, je sais pas. Tu trouverais ça normal? Que j'aille en prison? Ouais. Non. Si je rentre, qu'ils me surveillent et qu'ils voient que je fais des trucs louches, que je prépare quelque chose, d'accord, ils m'arrêtent, ils me mettent en prison. Mais si je rentre et que je reprends ma vie normale, je vois pas pourquoi ils m'arrêteraient. Michael paraît ne rien savoir du sort que la France réserve à ses compatriotes partis faire le djihad. Marie-Claire, elle, semble imaginer que son neveu va pouvoir rapidement tourner la page. Je suis super contente, voilà. Ça prouve qu'il y en a qui font machine arrière et ça donne de l'espoir à plein de gens, quoi. Il va assumer s'il y a quelque chose à assumer, s'il doit rendre des comptes et puis on prendra une vie normale. Il a parlé de reprendre son CAP. Voilà, c'est le retour à la réalité, une expérience. Une expérience bien peu ordinaire, dont on ne revient pas en toute sérénité. Derrière son insouciance de façade, Michael est stressé. Conscient qu'à tout moment, un contrôle peut mettre fin à sa liberté. Premier stop, Istanbul. À la douane, ça coince. Le jeune homme ne peut pas sortir du pays. Son visa turc a expiré. 3 heures d'attente, de questions. Puis, les autorités le laissent finalement partir. Neuf mois après l'aller, vol retour, Syrie-Nice, fin du djihad. Michael va fouler le sol français, libre, l'espace de quelques instants. Au contrôle des passeports, le jeune djihadiste présente sa carte d'identité. 5 longues minutes avant qu'un agent de la police aux frontières ne lui demande de le suivre. C'est fini, il est interpellé. La suite, 96 heures de garde à vue avec la DGSI, les renseignements français. Puis, une mise en examen, association de malfaiteurs, en relation avec une entreprise terroriste. Il a été incarcéré et risque une peine de 15 ans de prison. Mehdi, lui, a fait 6 mois de détention provisoire. Le temps pour lui de réaliser la gravité de son acte. Tu comprends qu'on mette des jeunes qui ont été en Syrie en prison? Bien sûr. C'est normal. S'ils reviennent de Syrie, ils ne savent pas ce qu'il a dans la tête. Il y a des gens en Syrie, ils veulent revenir faire des attentats, ils veulent venir tuer. Et c'est normal qu'ils mettent en prison pour savoir comment elle est la personne. On n'était pas non plus avec des anges, on n'était pas non plus avec des gens qui veulent du mal à personne. Mais voilà, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac non plus. Tu regrettes? Ouais. On a gâché notre vie. Parce que maintenant, c'est un truc qui va... que même si je veux tirer un trait dessus, ça va pas s'effacer. Ça va rester là. Et... je me dis qu'on a fait n'importe quoi, sans être conscient en fait. C'est de notre faute en fait, c'est de notre faute. Mais il faut pas trop nous en vouloir. Mehdi doit encore être jugé. En attendant, il reste sous contrôle judiciaire.